Europe 1. 8h13, votre invité Sonia Mabrouk est le président du groupe Les Républicains au Sénat. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Vous êtes également l'auteur de ce livre « Aurons-nous encore de la lumière en hiver pour une écologie du réel » aux éditions de l'Observatoire. On va beaucoup en parler, ça tombe à pic si je puis dire avec le débat sur le nucléaire et l'énergie. Mais tout d'abord, Bruno Retailleau, un couple d'enseignants a reçu à son domicile des lettres de menaces et une photo de Samuel Paty. Un dispositif de sécurité bien sûr a été mis en place. C'est glaçant, c'est terrifiant. Est-ce que le sursaut après la mort de Samuel Paty a eu lieu selon vous ? Non, pas suffisamment. On voit bien aujourd'hui des enseignants qui reçoivent une fatwa. Hier, c'était Samuel Paty. On a commémoré sa décapitation, c'est-à-dire l'application de la charia sur le territoire français. Ça n'est ni plus ni moins que cela, parce que tout ça se déroule non pas en Afghanistan, en Syrie ou en Irak, mais ici, chez nous. Je pense qu'on a perdu une bataille. On n'a pas perdu la guerre, heureusement, mais on a perdu la bataille notamment de cette gangrène islamiste qui a aussi gangréné l'école, parce que l'école c'était pas de vague. Eh bien ce pas de vague a ouvert grandes les portes à l'islamisme. Mais Jean-Michel Blanquer affirme que le pas de vague au sein de l'éducation nationale c'est fini. Est-ce que vous doutez de la parole d'un ministre qui s'est saisi, dit-il, quand même assez tôt et assez vite de ce défi ? Mais j'ai appris avec ce quinquennat d'Emmanuel Macron, j'ai appris à me méfier des mots. Je pense qu'on ne juge la politique qu'à ses fruits. Et quand le texte pour renforcer les principes républicains est passé au Sénat, et bien d'autres, par exemple lorsque nous avions voulu faire passer l'interdiction des signes ostentatoires, notamment pour les accompagnateurs ou les accompagnatrices de sortie scolaire, Monsieur Blanquer s'y était opposé. Oui, mais en quoi cela, Monsieur Bruno Retailleau, ça peut être un garde-fou par rapport à ce qui nous menace, c'est-à-dire l'islamisme ? Tout simplement parce que le combat contre l'islamisme est le combat d'une génération. Mais c'est un combat global, c'est-à-dire qu'il faut une réponse judiciaire. Il faut de la prison, par exemple, et non pas des rappels à la loi, y compris pour des mineurs. Il faut aussi reconquérir nos quartiers, y compris par des mesures symboliques. Pourquoi est-ce que les petites filles seraient demain voilées ? Et il faut enfin avoir le combat, notamment vis-à-vis des esprits mémoriels, par exemple. À force de ce que fait avec, non pas son itinérance, son errance mémorielle du président de la République, à force de repentance, de vouloir dire que la France, en réalité, doit faire pénitence parce qu'elle est coupable. Comment voulez-vous proposer à tous ces jeunes un projet qui leur fasse aimer la France ? Là, si vous on parlez dit que la des France commémorations du 17 octobre 1961. Le président Emmanuel Macron a reconnu des faits, des crimes inexcusables sur l'autorité de Maurice Papon. Il ne fallait pas le faire ? Qu'il y ait des crimes et qu'on puisse reconnaître à l'histoire à la fois ces moments de grandeur, de gloire et ces moments le plus sombres, bien sûr. Mais il y a une obsession mémorielle chez Emmanuel Macron qui concerne plus spécifiquement la guerre de l'Algérie. Et c'est un échec parce que, en réalité, l'utilisation rétrospective politique de la mémoire ne pense pas les plaies, elle les ravive. Vous ne pensez pas qu'il ne fait pas cela dans un souci d'apaisement des mémoires ? Peut-être, mais il se trompe, et c'est l'échec. Pourquoi ? Parce que en indiquant que la France, encore une fois, est coupable, il rabaisse la fierté française. Et les Français ont besoin de croire en la France pour relever les défis. Et comment on fait, Monsieur Retailleau, quand il y a des pages sombres de notre histoire ? On les fait défiler, on les regarde pas ? Il alimente aussi la surenchère mémorielle vis-à-vis de l'Algérie. Cette rente mémorielle qu'il prétend combattre, c'est lui qui l'alimente. Comment voulez-vous, encore une fois, agréger tous ces jeunes qui sont sur le chemin de la sécession ? Il l'a dénoncé avec des mots très crus. En leur disant que la France n'est pas aimable, qu'elle est détestable. Bruno Retailleau, ne l'a-t-il pas dénoncé avec des mots très crus en disant que le système politico-militaire en Algérie entretient cette rente mémorielle ? Il est chef de l'État. Il est chef de l'État à ce moment précis où la France doit se rassembler, où les Français doutent d'eux-mêmes, doutent de la France. Et croyez-moi, ça n'est pas à coup de milliards qu'on redressera la France. C'est en disant aux Français qu'il y a encore un espoir, une espérance, et qu'ils sont un peuple, un tout. C'est-à-dire un peuple avec une volonté et non pas un tas, comme disait Régis Debray, c'est-à-dire une adjonction d'individus totalement séparés les uns des autres. Et je pense très franchement, quand je me promène dans ma circonscription, dans mon département, personne ne me parle de ces questions mémorielles. Par contre, on me parle d'un certain nombre de choses, de la dépossession. Et du pouvoir d'achat. Dépossession aussi du niveau de vie, en tout cas des richesses des Français. Ouais. Mais parlons d'abord du niveau. On en parlera. Parlons les du Français niveau. veulent rester en France chez eux. On en parlera. On parle d'abord
encore du niveau de vie, parce que vous reconnaissez que le pouvoir d'achat fait partie des préoccupations majeures des Français. Le chèque carburant, est-ce que c'est, hier, Bruno Le Maire, à votre place derrière ce micro, on en parlait, c'est l'une des pistes avancées par l'exécutif. Est-ce que c'est à la hauteur des inquiétudes de nombreux Français modestes? C'est une fausse piste qu'il faille traiter ponctuellement, notamment vis-à-vis des plus faibles de nos compatriotes, cette question-là. Pourquoi pas, je dis d'ailleurs dans mon livre qu'en réalité, il faut qu'on fasse attention. La transition énergétique touche d'abord les Français les plus modestes. Pourquoi? Parce que les 20% les plus modestes, la dépense de l'énergie, c'est 15% du revenu. Les 20% les plus riches, la dépense, justement pour les dépenses énergétiques, c'est 6% du revenu. Le chèque carburant, ça cible justement les plus modestes, même si parfois ça peut être une usine à gaz. On est c'est une usine à gaz, c'est ponctuel et ça n'a pas d'avenir. C'est toujours le carnet de chèques. Eh bien, je crois que c'est ce que j'ai proposé dans mon livre. Nous aurions dû arrêter de subventionner les énergies renouvelables. Mais c'est le long terme, monsieur Retailleau. Là, à l'instant, de nombreux Français qui vous écoutent dans leur voiture vous disent nous ne pouvons pas boucler la fin du mois. C'est ce que je vous dis. Pourquoi pas? Mais simplement, quand on est en charge d'un peuple, on est en charge de son avenir. Et nous aurions dû faire ce que je propose dans mon livre, basculer les milliards de subventionnement sur des énergies renouvelables qui désormais sont à maturité. Leur prix a baissé d'environ 10% depuis 10 ans. Et moi, je propose de basculer ces milliards pour électrifier le chauffage des ménages, par exemple par les pompes à chaleur. Il vaut mieux payer avec avec une faible proportion qui revient aux ménages, un faible risque de prise en charge pour les ménages très faible, plutôt que de pouvoir subventionner à tout bout de champ. Mais ça, c'est une proposition. Allons sur ces propositions. Hier, à votre place, derrière ce micro, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, affirmait qu'il pariait aussi, comme vous le dites, sur l'avenir, le temps long avec le plan d'investissement et le nucléaire. Bruno Retailleau relancé. Emmanuel Macron se veut le défenseur ou le chantre du nucléaire. Ça va dans le bon sens quand je lis votre livre. Oui, mais là aussi, ça n'a pas de sens. Ça va dans le bon sens, mais ça n'a pas de sens. Il aura tout dit et fait l'inverse, puisqu'il a voulu fermer Fessenheim et désormais, il fait l'éloge de cette filière. Il a arrêté un programme qui était très intéressant parce que c'est l'économie circulaire dans le nucléaire, le programme Astrid, la 4e génération, où on peut utiliser justement les déchets que produisent les centrales et en faire de nouveaux combustibles. Il a arrêté tout ça. Donc c'est une politique de gribouille. Et encore une fois, il faut du nucléaire. Je pense qu'il faut les 2/3 de nucléaire. Il faut aussi pouvoir stocker l'énergie que produisent les énergies intermittentes, par exemple avec l'hydrogène. C'est la solution. Mais je crois que ce président de la République qui parle beaucoup, mais qui fait souvent l'inverse de ce qu'il dit, désappointe beaucoup les Français. Et s'il annonce juste avant c'est ce qui est écrit ce matin dans le Figaro, probablement cette annonce avant les vacances de décembre de la construction de 6 nouveaux EPR, preuve que l'atome est quand même au cœur de sa stratégie, même s'il en a dévié. Est-ce que c'est une correction de tir bienvenue? Il n'est jamais trop tard. Bien sûr, il n'est jamais trop tard, mais c'est du temps perdu. Pourquoi est-ce qu'on a eu des problèmes avec l'EPR de Flamanville? Tout simplement parce que on a perdu des compétences. C'est un effort de long terme. Et aujourd'hui, ce que je vois, ce qu'on voit bien avec l'État, c'est qu'on a de la peine à s'inscrire dans une permanence. Or, l'écologie, c'est vraiment un combat de la durée. Il a eu, par exemple, 3 ministres de l'écologie en 4 ans. Bruno, je suis heureuse de vous l'entendre dire parce que la droite sur l'écologie, ça fait des années que vous l'avez oublié, l'écologie. Vous le reconnaissez d'ailleurs, vous le dites. Je le dis pas comme ça. Je dis que c'est dommage qu'on l'a laissé à des radicaux. Vous l'avez donc laissé abandonné aux durs dingues d'une écologie radicale. Oui, ceux qui veulent interdire les sapins de Noël, ceux qui veulent dégenrer les cours de récréation, ceux qui veulent interdire, par exemple, le Tour de France. C'est de l'idéologie. En réalité, en France, le gauchisme culturel s'est emparé de l'écologie. Et je pense qu'il faut absolument faire en sorte que on ne cède pas à tous ces délires-là. Et je pense que c'est fondamental. En revanche, la droite a inventé, par exemple, le premier ministère de l'Environnement, c'est Pompidou. Le Grenelle de l'Environnement, c'est Nicolas Sarkozy. Vous savez, les Grenelles, les réunions, les états généraux, il y en a eu, et il y en aura. Non, c'était pas seulement ça. Ça a débouché sur des choses extrêmement concrètes. Je l'ai vu d'ailleurs sur le terrain. Et je pense, c'est ce que j'ai voulu aussi dire. En Vendée, parce qu'on a subi l'Erika, la Marée Noire, on a subi aussi Xynthia. J'étais hier d'ailleurs avec la ministre Jacqueline Gourault à la Faute-sur-Mer. 29 morts. Eh bien, le réchauffement climatique, c'est l'augmentation du niveau des mers. Et à chaque fois qu'on augmente le niveau de mer, on risque l'occurrence d'événements climatiques qui seront violents. Vous parlez des mers, justement. Vous êtes, Bruno Retailleau, un enfant de la ruralité. D'ailleurs, ça transpire dans votre livre. J'étais étonnée de votre, par rapport et eu égard à ce parcours, au soutien que vous apportez à l'éolien, notamment aux éoliennes en mer. Alors que certains disent, vous le savez, vous les connaissez, ces arguments. Elles détruisent la beauté des paysages, elles sont nocives, elles ont besoin d'énergie fossile pour se développer.
développer. Bref, c'est non, un gouffre, et notamment j'essaie d'avoir financier. j'essaie d'avoir une vision juste. Je pense que j'écarte, vous voyez, deux écueils. Les climato-sceptiques qui disent que rien ne se passe. On a maintenant les rapports de ceux qui savent, du GIEC, des scientifiques, et puis aussi les idéologues. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut du nucléaire parce qu'il est pilotable, parce que c'est l'énergie qui nous permet d'assurer notre souveraineté, notre indépendance. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne, c'est des coûts 2 fois plus chers parce qu'il y a eu cette mauvaise décision d'Angela Merkel de 2011 de sortir du nucléaire. Ils deviennent dépendants de la Russie. Et je dis qu'on a le vent, on a le soleil, on a la biomasse, on a l'hydroélectricité. Donc il faut les utiliser. Éoliennes en revanche, mer. je ne veux pas des éoliennes partout. Je pense que le moratoire sur les éoliennes terrestres est une bonne chose. La solution que nous avons testée en région des Pays de la Loire quand j'étais président, et le test continue à avoir lieu, cette expérience, c'est l'éolienne flottante où on pourra les mettre beaucoup plus loin et le vent est plus régulier, il est plus fort en mer. Donc encore une Très fois, loin alors, c'est cachez-moi ces éoliennes qu'on ne saurait non, voir. mais parce qu'il y a une meilleure acceptabilité sociale, parce que les paysages, c'est notre patrimoine. Et quand je vous dis que les Français craignent pour leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire leur niveau de vie, leur mode de vie, dans leur mode de vie des Français, il y a toutes ces questions de l'islamisme, de la culture, du wokisme. Mais il y a la beauté des paysages, c'est pour ça que je vous interrogeais sur ce sujet. Moi, je suis un enfant de la ruralité. Je m'émerveille tous les matins. Bon, est-ce que vous vous émerveillez de ce qui se passe dans votre parti, les Républicains? Un peu moins, là. Je vous ramène à la dure réalité des choses, peut-être. Oui, c'est vrai. Bah, écoutez, on va avoir un candidat. Début décembre, nous n'aurons qu'un candidat. Mais pourquoi vous estimez qu'il n'y a pas de vision chez les candidats de votre famille politique? Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de vision. Je pense que on est un parti de gouvernement et on est à l'aise, vous voyez, dans des mesures qui sont sérieuses et qui peuvent se réaliser. En revanche, je pense qu'il faut aussi un souffle. Et j'espère que, justement, celui ou celle qui sera élu début décembre pourra être en mesure de faire ce récit. Pardonnez-moi, le souffle, la vision, on l'a pas. Il ne faut pas attendre le 4 décembre pour l'avoir. Moi, j'étais étonnée que vous disiez, oui, il y a des mesures programmatiques, mais il n'y a pas encore de vision. C'est-à-dire que vous ne la voyez pas se dessiner à l'heure actuelle. Je pense je pense qu'il y a des visions, je les connais intimement les uns les autres, je pense qu'ils peuvent justement dire aux Français un récit. Mais je crois encore que la question de la présidentielle, c'est la dépossession. C'est vraiment la dépossession, c'est un combat de civilisation et c'est un projet de civilisation. Et je pense que les Français ne seront pas séduits par telle ou telle mesure, que ce soit sur l'écologie, sur l'économie, sur le pouvoir d'achat, mais ils veulent qu'on les emporte, ils veulent une espérance. Mais donnez-nous un exemple. Si vous deviez tracer cette espérance ce matin et qu'elle soit portée par l'un des candidats en vue du Congrès des Républicains, quelle serait-elle ? Comment la décliner ? Je leur dirais que la question de cette dépossession, du combat de la civilisation, il est fondamental. J'écoutais l'autre jour un Amérindien. Comment l'appréhender ? J'écoutais, c'était incroyable, un Amérindien, un représentant d'un peuple premier d'Amérique, et il disait ceci, il disait « Nous avons enfin gagné le droit de rester nous-mêmes. Les Français veulent gagner ce droit de rester eux-mêmes, dans leur propre culture, chez leur civilisation. Ils veulent que leurs enfants demain puissent connaître un sort meilleur. Il faut une prospérité économique. La vision. Il faut... Alors, vous savez, Bruno Retailleau, Éric Zemmour sort de ce corps, alors. Écoute, vous l'avez entendu, c'est ce qu'il dit. Je l'ai entendu, je le connais. Et vous l'appréciez par ailleurs ? Oui, je le connais, donc c'est pas tabou je de le dire. l'apprécie. Je l'apprécie comme chroniqueur. Mais c'est un esprit brillant. Et pas comme candidat à venir ? Écoutez, c'est un esprit brillant. Mais c'est un esprit de système. Avec Éric Zemmour, tout doit rentrer dans les cases. Or, gouverner un pays, c'est pas gouverner un système, c'est gouverner des gens, des êtres humains, avec leurs particularités et leurs complexités. Il faut de l'expérience. Je pense que cette expérience, elle ne s'acquiert pas sur un plateau de télévision ou dans des livres. Il faut une espérance. Écoutez, de porter le projet de civilisation que les candidats, les Républicains. Un de mes combats, c'est contre la dérive totalitaire que porte l'islamisme. Autant je suis extrêmement ferme, autant je dis que dire que le vrai islam, c'est l'islamisme, c'est condamner nos compatriotes musulmans à être demain des terroristes en puissance. Et vous rejetez cet amalgame qui fait une question, Monsieur Retailleau. L'espérance, ça n'est pas ça. C'est d'agréger dans notre destin collectif tous les Français. Pourriez-vous me répondre vraiment clairement, même si c'est à l'heure actuelle de la politique fiction ? Si, mais je vais poser la question, même si c'est de la politique fiction, entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron au second tour, vous votez sans hésiter ? Non, j'espère bien. Très franchement, j'espère que nous aurons un candidat de ma famille politique. Non mais très bien. Si vous ne l'avez pas, que faites-vous ? Je ne tomberai pas dans ce piège parce que vous voulez me faire projeter. Pas du tout. Parce que la question sous-entend que nous serions éliminés dès le premier tour. Non, la question ne permet de vous situer précisément entre deux candidats. Ou presque candidat je pour ne Éric répondrai Zemmour. pas à cette question parce que je pense que nous pouvons être au second tour de l'élection présidentielle. Vous ne répondez pas parce qu'il y a une ambiguïté ? Pas du tout.
absolument Alors vous auriez pas. dit naturellement Emmanuel Macron, Je viens de vous dire que je ne pense pas qu'Éric Zemmour puisse être un chef de l'État, parce qu'on ne s'improvise pas chef de l'État. Simplement, je pense que Éric Zemmour est en train de dégonfler le score de Marine Le Pen. Le seuil de qualification sera sans doute plus faible, et j'espère bien que la candidate ou le candidat que nous choisirons début décembre pourra se qualifier pour le second tour. C'est mon souhait. Mais entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, vous ne décidez pas ce matin. Je dis que je décide de soutenir le candidat de ma famille qui sera qualifié au second tour. Merci Bruno Retailleau. Et vous êtes l'auteur de ce livre « Aurons-nous encore de la lumière en hiver pour une écologie du réel » aux éditions de l'Observatoire. Merci Bruno Retailleau, merci Sonia, merci à tous.